Georges Anglade a fait son discours d'intronisation au Centre Pen, un très très long discours, et là, il a parlé de la dot d'Haïti. Je crois tout à fait légitime que l'on se demande ce que la littérature haïtienne va bien pouvoir déposer d'original et de spécifique dans la corbeille de mariés en rejoignant ce plus grand réseau, des réseaux mondiaux d'écrivains. Certes, et comme pour tout le monde, tous les principaux genres sont pratiqués en littérature haïtienne. Poésie, essai, roman, nouvelle, théâtre, comme le sigle même du Pen avait voulu le connoter à sa création en 1921, en tant que patrimoine commun que chaque littérature habille de sa livrée régionale. Mais ce dont il est question ici, ce serait plutôt de pointer l'unique, l'irréductible à rien d'autre, l'irréalisé en dehors de la littérature haïtienne. Existerait-il un genre littéraire unique en son genre et un marqueur culturel d'importance? La réponse est doublement oui. Il est un genre littéraire propre aux Haïtiens, l'audience haïtienne. Parce que c'est un genre narratif qui nous vient de la confluence de l'oralité et de la littérature comme un art de la miniature dont la réduction d'échelle privilégie les traits significatifs du grand format original, à l'exemple d'une enluminure du Moyen-Âge ou de bonsaï japonais. Ce sont donc des romans fleuves nés que ces miniatures, des œuvres témoins d'un grand développement possible et ramenées à la petite expression de soi encore fidèle à la démesure possible de l'histoire. Et l'accumulation de ces miniatures sur un même thème, une même conjoncture, une même époque ou des âges de la vie qui défilent, les fait déboucher sur un méta-récit, une fresque, une mosaïque, une autobiographie de génération à monter en recueil, en feuilleton, en roman ou en pièce de théâtre. Le rire haïtien, le marqueur culturel, est fortement relié à l'audience haïtienne. Le genre littéraire, probablement par leur genèse commune sur fond de plantation coloniale. Le rire de l'esclave et l'audience de l'esclave en seraient ainsi venus à s'imbriquer dans une coulée unique. Le rire haïtien, c'est regarder le monde avec les yeux de l'audience, ou encore l'audience haïtienne, c'est raconter le monde avec les éclats du rire haïtien. Donc, Georges Anglade prend un risque majeur, un risque énorme, quand il dit que tous les écrivains haïtiens, qu'ils en aient conscience ou pas, en sont passés par là. Donc, Georges Anglade affirme donc que l'audience est inhérente à l'haïtien, à la façon pour nous de voir, à la façon pour nous d'écrire, à la façon pour nous de nous regarder mutuellement, à la façon que nous regardons le monde. Et ils ne savent pas encore parler qu'ils sont, malgré eux, par l'audience haïtienne et le rire haïtien. Donc, c'est ainsi que Georges Anglade définit l'audience, c'est ainsi qu'il théorise sur l'audience, et beaucoup d'écrivains, et je peux même citer des noms, ne sont pas d'accord avec la théorie de Georges Anglade. Je pense à Lionel Trouillot. Il n'est pas d'accord avec la théorie de Georges Anglade. C'est un petit peu sur la même longueur d'onde que Lionel Trouillot, parce que moi je crois que Georges Anglade, comme tout bon universitaire, voulait une théorie sur la littérature, donc il s'est précipité sur l'audience. Pour moi, personnellement, l'audience n'est pas un genre littéraire. Pour moi, c'est un dispositif narratif. Pour moi, quand on parle de l'audience, pour moi, ça reste une nouvelle ou bien un conte. Enfin, dans le sens haïtien du terme, quand on parle pour monde son grand audienceur, son monde qui raconte des histoires, son monde qui met piment dans l'histoire, son monde qui a un public là, tu vois. Moi, je pense que l'audience, comme on l'entend, pour moi, c'est un dispositif narratif. Par exemple, quand je prends par exemple une œuvre au hasard, tu prends par exemple Don Juan de Molière, n'importe quoi, à un certain moment, tu as le personnage principal qui raconte une histoire. Donc pour moi, c'est un dispositif narratif qui permet à un certain moment d'ouvrir une autre fenêtre à l'intérieur du récit et de faire progresser le récit. Le narrateur, le personnage s'arrête et il raconte une histoire.
il donne une audience. En fait, ce qu'il raconte n'est pas anodin, mais ça permet d'ouvrir d'autres fenêtres et ça permet de faire avancer le récit. Tout d'abord, on a précisé que l'émission ça a fait jeudi en créole pour deux raisons. Désafi est écrit en créole, donc nous voulons présenter en créole. Et deuxièmement, dans le moment ça là, c'est célébration langue créole là. Désafi par premier Zève qui écrit dans la langue créole. Choukoun que Oswald Durand écrit, c'était déjà au 19e siècle. Et bien avant, Moreau de Saint-Méry t'a écrit un texte qui relait Lisette qui était la plaine. C'est un texte qui, en créole, qui écrit déjà en 1797. Donc c'était bien avant. Alors, importance Zève Franck Etienne, des Africains, c'est parce que c'est le premier roman qui écrit dans la langue créole haïtienne. Franck Etienne publié des affaires en 1975 et quelques années après, en 1979, il fait une version française qui relait Les affres d'un défi. Alors, écrivain précisé que c'est pas tout à fait une traduction, mais c'est plutôt Santa Carele, yon l'autre zève qui sortit dans les entrailles, qui sortit dans la matrice des affaires. Effectivement, il y a raison, parce que c'est un texte qui est très poétique et l'on rappelé, au senti que une traduction littérale tape impossible. Donc c'est ça que fait Franck Etienne, n'a dit plutôt li adapté texte créole là en français. Les désafirs sortis en 1975, c'était un gros moment, c'était un événement en Haïti. En pile l'autre écrivain martiniquais, tout l'autre écrivain qui gagne le créole comme langue maternelle qui était salué, un gros travail comme ça, parce que pour eux, c'était langue ça a posé base, effectivement, pour nous faire de langue créole là. Une langue d'écriture, une langue pour nous produire des œuvres littéraires. Alors, pour qui ça Désafi, c'est un livre qui est si important? Eh bien, tout d'abord parce que Franck Etienne démentit tout le monde qui t'a fait croire que créole là, c'est un simple patois, c'est un dialecte qui pas vraiment une langue. Il prouve que son langue ou qu'a créé là-dedans. Son langue qui a fixé, qui a développé, qui a permis de dégager un paquet de règles. Dans le livre ça, Franck Etienne utilisait un style qui est abstrait, donc il n'est pas fermé en dans l'histoire. Donc, c'est un livre qui est très poétique. M'applique quelques extraits pour montrer qui j'en livre là. Pour mener boulot et tout ni, vlopé dans rayon, gaé dans l'amont, tête calée, bouda ouvert. Enfouillé la madi garaboda et mascaron, enfouraillé dans des blosa et l'ambo. Qui laisse parmi nous cap vivre tout bon? Qui laisse? Nous perdit l'en chemin écrasé des croisés, nous forcé marcher droite. Mais, nous partis couchés. Gen moment nous ple dévirer on dans la vie on dédé. Nous déplacer des grainés, n'a dégouillé devant derrière. Tête en bas. Qui ça n'a cherché? Côté nous prêt aller, qui bon nous voulait aller. Nous ple des babiers, nous parler avec tête nous devant glace. Nous parler, nous déparler. Parole nous virer l'envers. Parole nous chavirer dans un temps calico. Qui laisse qui tendait ça nous dit? Qui laisse qui cherchait comprendre ça nous voulait dire. C'est vrai que pendant appelé livre là, alors commencer lire, ou qu'à penser pas gain histoire parce que ou prendre un tourbillon mot avec belle expression qui va tête virée. Mais à partir d'un certain moment, mais qui Jean Franck Etienne fait personnage entrer dans l'histoire. Saint-il caricole sous un fauteuil. Yon makon zombie à genoux en bas péristyle là. S'il t'en achète à droite son chaise paille. À gauche, zo fait camper tout raide avec yon fouet cache. 3 gros bougies mongoliques li main bo potomitan. Saint-il tan main souke à son. S'il t'en a petite moins. Oui papa. Écoutez bien ça m'a dit ou. Oui papa. Ou on charge bay zombie yo manger. Pas jamais oublier sel c'est poison. Pas jamais oublier ça petite moins. Oui papa. C'est une histoire effectivement qui a un aspect politique fort parce que il a écrit en pile sur ça. Pas oublier que le livre l'a sorti en 1975 dans l'époque Haïti était sous une dictature sanglante de Papa Doc et Baby Doc. Donc dans l'époque là, c'est une façon pour Franck Etienne de dénoncer les situations de répression que tu as dans le pays à l'époque.
Et par exemple, Saint-Île, c'est une incarnation, c'est très clairement, et je pense qu'il n'y a pas photo, c'est une incarnation de Papadoc, François Duvalier, effectivement, qui utilisait un paquet de superstitions pour le cas zombifier le peuple là. Donc, je pense que c'est une image qui est très claire. Et puis, bon, Zombio, évidemment, c'est peuple haïtien. Et donc, et comme dans fin roman, Zombio finit par révolter, donc, et Franck Etienne, non, message c'était espérer que, effectivement, au final, que peuple haïtien a fini par révolter. Bon, ça a été fait, effectivement, c'était presque prémonitoire, parce que après vraiment plusieurs décennies de règne, le peuple haïtien finit par déchouquer et régime Duvalier. Qu'est-ce qui explique le passage de la première période à la deuxième période de l'histoire de la littérature haïtienne? Il y a d'abord la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, où Boyer paie une humiliante indemnité à la France. Il y avait aussi la multiplication des écoles, bibliothèques et revues en Haïti, qui crée l'émulation parmi les jeunes plus cultivés que leurs aînés. Il y a aussi l'ambition de ces mêmes jeunes de créer une littérature spécifiquement haïtienne. Ils se groupent en cénacles, le cénacle des Frères No ou école de 1836. Théoriquement, ils sont les premiers indigénistes haïtiens, ancêtres des indigénistes de 1927. D'abord, l'école de 1836, ou école des Frères No, ou cénacle des Frères No, le début du romantisme haïtien, avait 7 objectifs fondamentaux. D'abord, c'était le rejet du classicisme de Mauvais Allois des Dupré. Deuxièmement, c'était le rejet de toute imitation. Troisièmement, c'était la reconnaissance du dualisme culturel haïtien. Quatrièmement, c'était la nécessité d'écrire une littérature nationale et originale. Cinquièmement, il y avait des vœux et des espérances pour l'Afrique. Sixièmement, pour ceux qui reprochent aux nègres d'être une race barbare sans passer sans civilisation, les écrivains de cette période mettent en valeur l'Afrique comme centre d'une grande civilisation. Et septièmement, il y avait une plaidoirie pour l'égalité des races. Émile No, qui est le théoricien de l'école, dans de nombreux articles publiés surtout dans Le Républicain et l'Union, il résume les objectifs de l'école. Il disait: de la mythologie au XIXe siècle, de la mythologie en Haïti, est-ce que nous aurions quelque inclination au paganisme? Il pouvait y avoir encore une raison pour Racine de faire de la mythologie. Il n'y aura jamais pour vous poètes haïtiens. Deuxièmement, le rejet de toute imitation. No disait: l'imitation de la manière et du faire des poètes européens est plus ingrate et plus stérile ici qu'ailleurs. Nos poètes ne doivent avoir nulle partie à prendre pour ou contre telle école, ils doivent les étudier toutes et n'en être d'aucune. Troisièmement, la reconnaissance du dualisme culturel haïtien. No disait en ce sens: nous ne pouvons pas nier ce que nous sommes, pas sous l'influence de la civilisation européenne. C'est quelque chose qu'il s'agissait de mettre en valeur. Et c'est à quoi s'appliquèrent les jeunes rédacteurs de l'Union en s'efforçant de montrer par l'exemple comment, en s'avivant aux sources d'inspiration locales, notre littérature avec le génie africain peut atteindre à une incontestable originalité. Vous ne serez goûté et n'aurez de succès qu'à la condition qu'il se trouve dans vos poésies, vos croyances et vos sentiments personnels, qui ne peuvent se rattacher qu'aux croyances et aux sentiments de votre époque et particulièrement de votre pays. Mais comment y arriver? Nos formules un véritable art poétique qui constitue un texte fondamental de la littérature haïtienne. Il disait: la source d'inspiration est en vous et chez vous. Hors de là, vous n'aurez point de salut.
La poésie est partout, ce n'est pas elle qui manque, ce sont les poètes. Nos écrivains doivent donc célébrer Haïti, ses fastes et ses gloires militaires, évoquer ses nuits intenses et son ciel profond, ses superstitions et ses légendes, le charme ardent de ses femmes et la ruse finaude de ses paysans. Il faut également naturaliser la langue française, créer une langue franco-haïtienne, empruntant pour s'enrichir au milieu ambiant des expressions familières, sa couleur et son charme. Le mouvement connut une large audience, du vivant même de ses fondateurs. À l'extérieur, des périodiques comme la Revue des Colonies, la Revue Contemporaine, la Revue des Deux Mondes reproduisent avec des commentaires élogieux les poèmes de Coriolan Ardon et d'Ignace No. La presse parisienne et celle des Antilles s'intéressent en connaisseuses aux publications des historiens Madiou, Saint-Rémy. Ardouin et Lespinasse, beaucoup de ces auteurs se font éditer en France, ce qui aide à la diffusion de leur production.